Bienvenue à vous, chers auditeurs, en ce havre de silence si particulier, où nous laissons les pensées s'écouler librement, et au cœur, trouver le repos. Le récit de ce soir, nous le dédions à l'une des figures les plus grandioses de l'histoire de l'humanité, un penseur de génie, dont les idées, nées dans l'antique Hellade, continuent d'illuminer notre chemin aujourd'hui encore. Nous allons parler de Platon. Préparez-vous à un voyage qui transcendra les frontières du temps et de l'espace. Nous n'allons pas simplement vous conter des faits arides, mais nous tenterons de ressentir le pouls même de cette époque où vécut Platon. Nous nous immergerons dans le monde de sa jeunesse, nous découvrirons sa rencontre avec le sage Socrate, qui changea sa vie à jamais, et nous évoquerons les événements tragiques qui poussèrent Platon sur la voie de la vérité et de la justice. Nous suivrons son cheminement dans sa quête du savoir, et seront les témoins de la fondation de la toute première académie de l'histoire, un lieu où naissait la sagesse. Dans cette berceuse philosophique, nous effleurons les idées maîtresses de Platon, qui prennent vie dans ses dialogues immortels. Nous dévoilerons son aspiration à l'idéal, une aspiration qui imprégnait chacune de ses pensées, de la compréhension de la beauté véritable, jusqu'au rêve d'un état parfait. Puissent ces récits, pareil à un doux murmure, vous plonger dans l'univers de la philosophie antique, vous offrir une paix intérieure, et permettre à votre esprit de se reposer. Laissez s'en aller les soucis du jour, car la sagesse se révèle le mieux dans le silence de la nuit. Aujourd'hui, nous entamons un périple fascinant, non seulement vers les sources d'idées profondes, mais aussi vers le cœur même du monde ancien, vers l'antique Hellade, berceau de la civilisation occidentale, et plus particulièrement vers Athènes, la cité qui devint le berceau de la démocratie, de la philosophie et des arts. C'est dans cette atmosphère unique, au milieu des temples majestueux, des agoras animés et des débats passionnés, qu'est né et a œuvré l'un des plus éminents penseurs de tous les temps, Platon. Pour saisir pleinement le génie de Platon, pour ressentir la profondeur de ses idées, il nous est nécessaire de nous immerger dans le monde qui l'entourait. Imaginez le 5e siècle avant notre ère, une époque qui a justement reçu le nom d'âge d'or d'Athènes ou de siècle de Périclès. Ce fut un temps d'épanouissement incroyable dans toutes les sphères de la vie, mais en même temps, une période de changements politiques et sociaux intenses, qui influencèrent directement la formation de la vision du monde de Platon. L'Hellade n'était pas un État unifié au sens moderne du terme. C'était un ensemble de centaines de cités-États indépendantes, les polis, dont chacune possédait ses propres lois, son gouvernement, ses traditions et même ses dialectes. Ce qui les unissait, c'était une origine commune, une langue commune, bien qu'avec des variations régionales, des dieux olympiens partagés, et bien sûr, les grands jeux panhelléniques, comme les Jeux olympiques. C'était un monde de compétition féroce et de conflits fréquents, mais en même temps, un monde d'échanges culturels intenses, où les idées circulaient librement, s'enrichissant mutuellement. Dans ce monde bigarré, Athènes occupait une place toute particulière. Après la victoire sur les Perses lors des guerres médiques, 499 à 449 avant Jésus-Christ, Athènes devint la polis la plus puissante et la plus influente. Elle prit la tête de la Ligue de Délos, qui se transforma en un empire maritime athénien, ce qui apporta à la cité des richesses inouïes. Ces fonds furent utilisés pour un programme de construction à grande échelle, qui fit d'Athènes un véritable joyau de l'Hellade. Visualisez un instant l'acropole d'Athènes, une roche sacrée, couronnée de temples majestueux qui s'élevaient au-dessus de la cité, resplendissant de la blancheur de leur marbre sous le soleil ardent de la Grèce. Le Parthénon, dédié à la déesse Athéna, n'était pas seulement un chef-d'œuvre architectural, mais aussi un symbole de la puissance et de la piété des Athéniens. À ses côtés, l'Érectéion, les Propylées, le temple d'Athéna Niké, chaque pierre racontait une histoire de gloire et de foi. Au pied de l'acropole, au cœur de la ville, s'étendait l'agora, le centre vibrant de la vie publique. Ce n'était pas un simple marché, mais le véritable pouls d'Athènes. Ici l'on commerçait, les politiciens débattaient, les orateurs prenaient la parole, les amis se retrouvaient, et les philosophes, comme Socrate,
menaient inlassablement leur dialogue, forçant leurs interlocuteurs à réfléchir aux questions les plus profondes de l'existence. La cité de Platon, Athènes, était un État démocratique, bien que ce ne fût pas au sens contemporain du terme. Le droit de vote était réservé aux hommes adultes, libres et citoyens, tandis que les femmes, les étrangers, les métèques et les esclaves en étaient privés. Cependant, pour son époque, c'était un système extraordinairement progressiste. Les citoyens prenaient une part directe à la gouvernance, siégeaient à l'Assemblée du peuple, l'Ecclésia, votaient les lois, élisaient les magistrats et participaient même aux tribunaux, qui se composaient de larges jurys populaires. C'est cette démocratie directe, avec tous ses avantages et ses inconvénients, qui deviendra l'un des thèmes centraux de la philosophie de Platon, lequel en évaluera les formes de manière critique, surtout après la fin tragique de son maître Socrate, condamné par l'Athènes démocratique. Durant cette période, les arts et le drame connurent un épanouissement sans précédent. Les Athéniens adoraient le théâtre, non pas un simple divertissement, mais une part importante de la vie religieuse et éducative. Les tragédies d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, les comédies d'Aristophane, tout cela façonnait les représentations morales et les valeurs civiques. La sculpture, la peinture, l'architecture atteignirent des sommets inégalés, incarnant l'idéal d'harmonie, de proportion et de beauté, qui trouvera plus tard son reflet dans les conceptions esthétiques de Platon. L'éducation était d'une importance capitale. Bien qu'il n'existât pas d'école formelle au sens moderne, les jeunes Athéniens apprenaient à lire, à écrire, ainsi que la musique et la gymnastique. Les intellectuels athéniens, notamment les sophistes, proposaient un enseignement de la rhétorique, l'art de la persuasion, qui était vital pour réussir dans la société démocratique. Cependant, Platon, tout comme son maître Socrate, portait un regard critique sur les sophistes, estimant qu'ils n'enseignaient que l'habileté à persuader et non la posséder une connaissance véritable et la causer une vertu. C'était un monde entièrement pétri de mythologie et de religion. Les dieux de l'Olympe, Zeus, Athéna, Apollon, n'étaient pas de simples personnages de contes, mais des forces réelles qui influaient sur la vie des gens. Les temples, les sacrifices, les fêtes, tout cela faisait partie intégrante du quotidien. Toutefois, parallèlement aux croyances traditionnelles, naissait et se développait la philosophie, une tentative de compréhension rationnelle du monde, du cosmos, de l'homme, de la morale. C'est précisément cet environnement, où les mythes anciens coexistaient avec les nouvelles quêtes intellectuelles, qui devint le terreau fertile pour l'émergence d'un penseur tel que Platon. Ainsi, lorsque nous nous immergerons dans la vie et les idées de Platon, gardez à l'esprit ce monde éclatant, tumultueux et pourtant si harmonieux. Un monde où Athènes brillait comme un phare de la civilisation, mais où bouillonnaient aussi les passions politiques, où la philosophie naissait du dialogue, et où la quête de la vérité n'était pas une simple occupation académique, mais une nécessité vitale. C'est le contexte dans lequel Platon a forgé ses théories grandioses sur les idées, sur l'État, sur la justice et sur l'immortalité de l'âme. Des idées qui, aujourd'hui encore, résonnent dans le cœur des hommes du monde entier. Maintenant que nous nous sommes immergés dans l'atmosphère de l'Hélade antique et que nous avons ressenti le pouls de la vie en son cœur, Athènes, le moment est venu de nous concentrer sur la figure centrale de notre voyage, Platon. Pour mieux comprendre ses pensées et sa philosophie, il est essentiel de faire d'abord connaissance avec l'homme, de découvrir ses origines et ses premiers pas en ce monde. Platon vit le jour à Athènes, aux environs de l'an 428 ou 427 avant notre ère. C'était une époque, comme nous l'avons déjà évoqué, qui suivait la dévastatrice guerre du Péloponnèse. Un temps où la société cherchait de nouveaux repères et où les anciennes valeurs étaient remises en question. Mais, malgré l'instabilité générale, sa naissance eut lieu dans un cercle où régnaient des aspirations et des possibilités bien différentes. Les origines et les liens familiaux de Platon étaient exceptionnels. Il appartenait à l'une des familles athéniennes les plus nobles et les plus influentes.
Son père, Ariston, faisait remonter sa généalogie jusqu'à Codros lui-même, le roi mythique d'Athènes, considéré comme l'un des fondateurs de la cité. Ce lien avec la lignée royale ne lui conférait pas seulement un statut social élevé, il était le symbole d'une ancienneté et d'une noblesse profondément vénérée dans la société athénienne. Par sa mère Périxionnée, Platon était lié à une autre illustre famille athénienne, son ancêtre étant Solon, le grand législateur, l'un des 7 sages de la Grèce, dont les réformes jetèrent les fondements de la démocratie athénienne. Ces liens familiaux conféraient à Platon non seulement certains privilèges, tels que l'accès à la meilleure éducation et à la vie sociale, mais ils lui imposaient aussi certaines obligations. On considérait que les membres de telle famille se devaient de servir l'État en se consacrant à la politique et aux affaires publiques. Ainsi, dès son plus jeune âge, Platon fut élevé dans une atmosphère où l'on chérissait la vaillance, la sagesse et le service de la polis. Il était entouré de personnes qui participaient activement à la vie politique, et il observa dès l'enfance leurs conversations, leurs aspirations et leurs déceptions. Ainsi, dans ses premiers pas et ses aspirations initiales, le jeune Platon était un représentant typique de l'aristocratie athénienne. Il rêvait probablement d'une carrière en politique, ce qui était la voie naturelle pour les hommes de son rang. Il reçut la meilleure éducation de son temps. Il étudia la grammaire, la musique, la poésie et la gymnastique. La préparation physique était tout aussi importante que l'intellectuelle, car le développement harmonieux du corps et de l'esprit était considéré comme l'idéal. C'est précisément grâce à sa forte stature et à ses larges épaules que, selon une version, il reçut son surnom de Platon, qui signifie « large » ou « aux larges épaules ». Son véritable nom, d'après certaines sources, aurait été Aristoclès. Ce sobriquet, qui s'attacha à lui pour l'éternité, devint le symbole non seulement de sa vigueur physique, mais aussi de l'ampleur de son esprit, de sa capacité à embrasser d'immenses étendues de la pensée. Le jeune Platon manifestait également un talent remarquable pour la poésie. Des témoignages indiquent qu'il écrivait des tragédies et des épigrammes, et il est possible qu'il ait même eu l'intention de se consacrer à la dramaturgie, comme le faisaient d'autres éminents athéniens. Imaginez-le, jeune et plein de vigueur, assis dans le théâtre d'Athènes, observant les représentations des grands tragédiens et rêvant lui-même de créer de semblables chefs-d'œuvre. Son âme était sensible à la beauté du verbe, au rythme, à l'harmonie qui est le fondement de tout art. Cependant, malgré toutes ses aspirations initiales et ses talents, le destin de Platon, comme nous le verrons, devait prendre un tournant inattendu. Bien qu'il appartînt à une élite qui avait toutes les chances de réussir une brillante carrière politique, quelque chose d'intérieur, une quête profonde, le guidait vers une autre voie. Son esprit cherchait des réponses à des questions plus fondamentales que celles débattues lors des assemblées politiques. Cette quête, bien qu'initialement inconsciente, prit peu à peu le pas sur toutes ses autres ambitions. Ainsi, lorsque nous songeons à Platon, nous ne voyons pas seulement un philosophe abstrait d'un lointain passé, mais aussi un jeune homme avec ses propres rêves, ses talents, sa place dans la société. Ses origines et sa jeunesse formèrent le terreau unique sur lequel, plus tard, sa grande philosophie allait s'épanouir. Il fut le produit de son temps et de son milieu, mais en même temps, son génie lui permit de transcender leurs limites, créant des idées qui, aujourd'hui encore, illuminent notre monde. Poursuivant notre paisible récit, nous approchons de l'instant qui marqua un véritable tournant dans la vie du jeune Platon, un événement qui allait à jamais sceller son destin et infléchir le cours de toute la pensée occidentale. Il était un jeune homme issu d'une noble famille, talentueux et peut-être même ambitieux sur le plan politique, comme il était d'usage dans son cercle. Mais Athènes, nous le savons déjà, était une cité qui vibrait d'idées, où l'on pouvait à chaque coin de rue rencontrer des personnages singuliers qui posaient des questions déroutantes. Et puis un jour, sur l'une des places bruissantes d'Athènes, ou dans un gymnase où les jeunes gens rivalisaient de force et d'éloquence, Platon rencontra un homme qui allait devenir son maître et son guide, Socrate. Socrate était un être véritablement hors du commun. Il ne ressemblait en rien aux autres philosophes ou sophistes de son temps.
Il ne donnait pas de leçons dans de grandes salles, il ne demandait aucune rémunération pour son enseignement, et il n'écrivait pas de livres. Au lieu de cela, il arpentait simplement les rues d'Athènes, l'agora, les ateliers d'artisans, les demeures des aristocrates, et il posait des questions. Ces questions, simples en apparence, pénétraient, tels des instruments acérés, jusqu'à l'essence même des choses, forçant ses interlocuteurs à s'interroger sur ce qu'ils avaient toujours tenu pour évident. Il pouvait les questionner sur la justice, sur la beauté, sur le courage, sur la nature du bien. Et quiconque tentait de lui répondre, découvrait rapidement combien superficielles étaient ses propres connaissances. Socrate avait une manière unique de communiquer, le dialogue. Il n'imposait pas ses vues, mais, par une série de questions et de réponses, il aidait son interlocuteur à parvenir par lui-même à la vérité, ou du moins à prendre conscience de sa propre ignorance. Cette méthode, connue sous le nom de méthode socratique ou de maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, était révolutionnaire. Il était convaincu que la vérité se trouve déjà à l'intérieur de l'homme, et que la tâche du philosophe est de l'aider à naître. C'était une méthode de doute constant, de vérification perpétuelle, d'aspiration continue à une compréhension plus profonde. Imaginez un instant ce que cela pouvait être, d'être entraîné dans une telle conversation avec Socrate. Vos convictions, qui vous semblaient inébranlables, commençaient à vaciller, puis s'effondraient complètement, ouvrant un espace pour une nouvelle intelligence des choses. Le jeune Platon, qui peut-être cherchait un sens à sa vie, ou qui était simplement intrigué par les rumeurs concernant ce sage étrange, fut profondément marqué par sa rencontre avec Socrate. Il devint, comme beaucoup d'autres jeunes Athéniens, son disciple et son auditeur. Ce n'était pas une simple interaction pédagogique, c'était une parenté d'âme qui transcendait la relation ordinaire de maître à élève. Platon sentit en Socrate non seulement un enseignant, mais un guide vers la connaissance véritable, vers la vie authentique. C'est précisément cette rencontre qui constitua le moment décisif dans la vie de Platon. Elle transforma sa vision de l'existence et le détourna de la politique au profit de la quête philosophique. Bien qu'il appartînt à une lignée aristocratique et qu'il eut toutes les chances de réussir une brillante carrière politique, traditionnellement choisie par les hommes de son rang, la rencontre avec Socrate lui révéla une autre voie, celle du service de la vérité, et non celui du pouvoir. Socrate lui montra que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels ou la puissance politique, mais dans la sagesse et la vertu. Il apprit à Platon à remettre en question tout ce qui semblait évident, à chercher le sens profond de chaque concept, de chaque action. Cette rencontre avec Socrate ne fut pas seulement un moment d'illumination, elle devint le symbole d'un changement de priorité. Pour Platon, comme pour beaucoup d'autres qui fréquentèrent Socrate, la politique, remplie d'intrigues et d'injustices, perdit tout son attrait. Il vit que la véritable force ne résidait pas dans la capacité à manipuler les hommes, mais dans la capacité à voir la vérité, dans la capacité à se gouverner soi-même. Cette rencontre marqua le commencement de son propre et unique voyage philosophique, au cours duquel il allait non seulement préserver les idées de son maître, mais aussi les développer pour créer son propre et grandiose système philosophique. Platon vit en Socrate l'incarnation de la sagesse, un homme qui vivait en accord avec ses convictions, ne craignant pas les défis et ne reculant jamais devant la vérité. Il était pour lui l'exemple du vrai philosophe, qui cherche la vérité non pour son propre bénéfice, mais pour le bien de la société. C'est sous l'influence de Socrate que Platon choisit définitivement la voie du philosophe, une voie qui exigeait un courage et un dévouement extraordinaires. Cette rencontre fatidique, survenue dans les rues de l'Athènes antique, fut l'étincelle qui alluma le feu de la pensée philosophique dans l'âme de Platon, un feu qui brûle encore aujourd'hui, illuminant le chemin de nombreuses générations. La rencontre avec Socrate, nous le savons maintenant, fut pour Platon bien plus qu'une simple connaissance. Ce fut une véritable révélation, qui transforma toute sa vision du monde. Mais il est important de se souvenir que Socrate lui-même ne laissa derrière lui aucune trace écrite.
Il ne s'asseyait pas à une table pour tracer méticuleusement des lettres sur un papyrus ou des tablettes d'argile, afin de graver ses pensées pour la postérité. Sa philosophie était orale, vivante, dynamique. Il était convaincu que la connaissance authentique ne naît que dans le processus du dialogue vivant, dans la communication directe entre les êtres. Pour lui, la parole écrite était morte, incapable de répondre aux questions, incapable de s'adapter à l'interlocuteur. Un discours écrit, disait Socrate, ne peut ni se défendre lui-même, ni porter secours à celui qui l'a conçu. Il estimait que la véritable connaissance doit être profondément enracinée dans l'âme, et non simplement reposée à la surface, fixée par l'encre. C'est précisément pour cette raison que ces idées furent transmises par les disciples qui conversaient avec lui, qui écoutaient ses entretiens, qui prenaient part à ses dialogues. Socrate était semblable à une source d'eau pure, qui ne s'accumule pas dans un récipient, mais s'écoule sans cesse, nourrissant tout ce qui l'entoure. Ses disciples, parmi lesquels se trouvaient de simples citoyens, de nobles aristocrates, et même des femmes, devinrent sa voix. Ils furent celles et ceux qui s'imprégnèrent de sa sagesse, la firent passer par le prisme de leur propre entendement, puis la transmirent à leur tour, souvent à travers leurs propres écrits. Cela souligne l'importance de la tradition orale dans la philosophie grecque antique. Une tradition où la parole vivante, l'échange de pensées, ici et maintenant, constituait la forme la plus haute de la connaissance. Parmi tous les disciples de Socrate, c'est sans aucun doute Platon, qui devint le principal gardien des idées de son maître, sa voix la plus éminente, celle qui a résonné à travers les siècles. On peut affirmer que sans Platon, nous en saurions infiniment moins sur Socrate, car la plupart des informations que nous possédons sur lui nous sont parvenues précisément à travers les dialogues platoniciens. Il ne se contenta pas de rapporter les paroles de son maître, il leur insuffla une vie nouvelle, les inscrivant dans une forme artistique où la dramaturgie de la situation et les caractères des personnages aidaient à révéler plus profondément les idées philosophiques. Dans ces dialogues, Platon ne s'est pas borné à établir un protocole des conversations de Socrate. Il les a développées, complétées, repensées à travers le prisme de sa propre pensée de génie. Dans les premiers dialogues, tels que l'Apologie de Socrate ou le Criton, nous voyons un Socrate très proche du personnage historique, qui lutte pour la vérité, accepte un verdict injuste et fait preuve d'une force d'âme inébranlable. Mais dans les œuvres plus tardives, par exemple dans La République ou le Phédon, Socrate devient davantage le porte-voix des propres idées philosophiques de Platon, qui plaçait dans la bouche de son maître ses réflexions les plus profondes sur le monde des idées, sur l'immortalité de l'âme, sur la société idéale. Ce lien entre Socrate et Platon est comme une passerelle jetée entre deux époques de la pensée. Socrate a posé les fondations, il a soulevé les questions fondamentales qui ont forcé les Athéniens à réfléchir à leurs valeurs. Il fut le premier à se concentrer de manière systématique sur les questions éthiques, sur la connaissance de soi, sur l'importance de la vertu. Et Platon, à son tour, a pris ces semences de la pensée et en a fait pousser l'arbre majestueux de son système philosophique, les étendant de l'éthique à la métaphysique, à la gnoséologie et à la politique. Platon n'a pas choisi la forme du dialogue par hasard. Il y voyait le moyen idéal de préserver le souffle vivant de la conversation philosophique socratique. Ces dialogues ne sont pas de secs traités, mais de véritables œuvres littéraires, pleines de dramaturgie, d'humour, de personnages vivants. En les lisant, nous devenons nous-mêmes en quelque sorte participants de ces antiques conversations. Nous entendons les voix, nous percevons les émotions, nous ressentons la tension intellectuelle. Cela permet aux idées de Socrate, et par la suite à celles de Platon, d'être plus accessibles et compréhensibles pour les lecteurs à travers les siècles. Ainsi, Platon devint non seulement un disciple, mais aussi un co-auteur, qui a immortalisé les dialogues de Socrate pour les préserver pour la postérité. Il comprenait la valeur de ce qu'il avait reçu de son maître, et ressentait la responsabilité de faire en sorte que cette sagesse ne disparaisse pas, ne se dissolve pas dans l'oubli. Ce fut un acte de profond respect et de gratitude. C'est précisément grâce à Platon que nous pouvons aujourd'hui, après des millénaires, toucher du doigt la pensée de Socrate,
sentir son aspiration à la vérité et comprendre sa méthode de connaissance. Dans cette calme immersion dans le monde de la pensée antique, nous sentons comment l'héritage du maître continue de vivre dans le disciple. Les idées de Socrate, repensées et développées par Platon, ne sont pas devenues simple histoire, elles sont devenues une part vivante de notre patrimoine culturel. Cela nous rappelle comment le savoir se transmet de génération en génération, comment les étincelles de la sagesse s'allument les unes au contact des autres, créant une chaîne ininterrompue de connaissances. Nous nous sommes immergés dans l'histoire de ce lien unissant le maître et le disciple, Socrate et Platon, comprenant l'importance capitale de l'héritage oral pour ce dernier. Cependant, cette histoire connut un épilogue tragique, mais d'une influence immense, la mort de Socrate. Cet événement ne fut pas seulement une perte personnelle pour Platon. Il se révéla être une blessure profonde, qui laissa dans son âme une cicatrice ineffaçable et influença de manière radicale la formation de ses conceptions philosophiques. Vers l'an 399 avant notre ère, alors que Platon avait environ 28 ans, Socrate fut accusé de blasphème, de ne pas honorer les dieux d'Athènes et de corrompre la jeunesse. Ces accusations n'étaient, en substance, qu'un prétexte. La véritable raison était que Socrate, par son ironie critique, par ses questions dérangeantes, remettait en cause l'autorité des puissants, forçait les gens à réfléchir aux véritables valeurs, brisant ainsi les illusions de la société athénienne. Il exposait l'ignorance de ceux qui se croyaient sages, ce qui provoquait irritation et crainte. Le procès de Socrate fut une farce politique, bien qu'il se déroulât dans le respect des procédures formelles. Dans la célèbre Apologie de Socrate, écrite par Platon, nous voyons Socrate se défendre avec calme et dignité. Il ne demande pas la pitié. Il ne tente pas de flatter les juges. Au contraire, il défend son mode de vie, son service de la vérité, sa mission, définie par une divinité, moins celle d'inciter les Athéniens à la connaissance de soi et à la quête de la vertu. Il explique que son activité était un bienfait pour la cité, car, tel un savant, il réveillait Athènes de son sommeil intellectuel. Malgré ses arguments convaincants et sa grandeur d'âme, les jurés, cédant à l'humeur de la foule et à la pression politique, lui infligèrent un verdict injuste, la peine de mort. Le courage de Socrate face à la mort fut saisissant. Il refusa de s'enfuir, comme le lui proposaient ses amis, estimant que violer les lois, même injustes, serait une trahison de ses propres principes. Il but avec sérénité la coupe de ciguë ou moins le poison par lequel on exécutait les sentences de mort à Athènes. Les dernières heures de sa vie, décrites par Platon dans le dialogue Phédon, furent consacrées à des conversations philosophiques sur l'immortalité de l'âme. Il resta fidèle à ses convictions jusqu'à son dernier souffle, démontrant une harmonie absolue entre ses paroles et ses actes. Cette mort du maître fut un traumatisme profond pour Platon. Il fut le témoin de l'injustice qui frappa l'homme le plus sage et le plus vertueux qu'il ait connu. Cet événement le déçut profondément de la démocratie athénienne qui, à ses yeux, s'était montrée capable de condamner à mort son meilleur citoyen. Pour Platon, ce fut la preuve qu'une société gouvernée non par la sagesse mais par l'opinion de la foule est condamnée au déclin et à l'injustice. Il vit comment la politique, qui devrait servir le bien, s'était transformée en une arène d'intrigue où la vérité et la justice étaient impuissantes. Cette tragédie intensifia sa désillusion à l'égard de la démocratie athénienne et devint une puissante impulsion vers la recherche d'une société idéale où la sagesse serait au-dessus de tout. Platon comprit que pour éviter de telles tragédies à l'avenir, il fallait changer les fondements même de l'État. Il parvint à la conclusion que l'État doit être gouverné non par les décisions aléatoires de la majorité, mais par la raison, la sagesse et la connaissance. Cette conviction devint la pierre angulaire de sa philosophie politique, qui trouvera plus tard son expression la plus complète dans son traité, La République. C'est cet événement, la mort de Socrate, qui scella définitivement chez Platon l'idée que la vérité et la justice doivent avoir des fondements absolus, qu'elles ne peuvent dépendre des humeurs changeantes de la société ou des intérêts de groupes particuliers.
il aspira à trouver ces fondements inébranlables qui deviendraient la base d'un monde idéal. Pour lui, la mort de Socrate devint non seulement un chagrin personnel, mais aussi le symbole du danger de l'ignorance et de l'irrationalité dans la société. Elle souligna la nécessité pour les philosophes, ceux qui voient la vérité, de gouverner l'État, car eux seuls sont capables d'assurer le véritable bien. Cette amère vérité, vécue par Platon, façonna sa profonde conviction de la nécessité de changements fondamentaux. Ce ne fut pas seulement un choc émotionnel, mais un défi intellectuel qui le poussa à créer un grand système philosophique destiné à empêcher la répétition de semblables tragédies. Telle devint sa mission, faire en sorte que jamais plus la sagesse ne soit condamnée à mort. Alors que l'ombre de la tragédie s'étendait sur Athènes, emportant la vie du plus sage de ses fils, Platon, profondément meurtri et déçu, comprit une chose. Il lui était impossible de demeurer dans une cité où la vérité avait été condamnée et la sagesse punie de mort. La disparition de Socrate ne fut pas seulement un chagrin. Elle se mua en un élan vers l'action, un puissant catalyseur pour son propre cheminement. Il devait quitter Athènes pour trouver des réponses aux questions qui, désormais, brûlaient dans son âme avec une force nouvelle. Les raisons et les directions des voyages de Platon furent multiples. En premier lieu, il y avait une question de simple sécurité. Bien qu'il n'ait pas été directement accusé aux côtés de Socrate, son lien étroit avec son maître aurait pu faire de lui la cible suivante. L'atmosphère politique à Athènes était tendue, et la profonde désillusion de Platon à l'égard de la démocratie athénienne, qui avait permis une telle injustice, ne lui laissait aucun désir de participer à la vie publique de la cité. Il comprit que pour bâtir une société idéale, il fallait d'abord comprendre comment elle devait fonctionner, et pour cela, il fallait une expérience qui dépassait les frontières de sa Polie natale. En second lieu, il y avait une aspiration à de nouvelles connaissances. Platon, bien qu'étant le disciple de Socrate, comprenait que sa philosophie devait évoluer, s'enrichir d'idées et de perspectives nouvelles. Il sentait que le savoir acquis à Athènes n'était qu'une pièce d'un vaste puzzle. Pour assembler l'image complète, il fallait sortir du connu, voir d'autres cultures, d'autres manières de penser, d'autres écoles philosophiques qui pourraient offrir de nouvelles réponses aux questions éternelles. Il n'était pas un simple chercheur d'aventure, mais un véritable voyageur, assoiffé de connaissances. Bien que l'itinéraire exact de ses voyages soit enveloppé de légendes et pas toujours attesté par des sources fiables, on considère que Platon visita les régions suivantes. Mégare. Après la mort de Socrate, il se rendit probablement d'abord à Mégare, où il se réfugia chez son ami et condisciple Euclide de Mégare, qui était également un socratique et le fondateur de l'école philosophique de Mégare. Ce fut une période de deuil et de réflexion sur la perte subie. Égypte. Certaines sources affirment que Platon voyagea jusqu'en Égypte, considérée à l'époque comme le berceau de la sagesse antique. Là, il aurait pu se familiariser avec les mathématiques égyptiennes, l'astronomie, les croyances religieuses et les savoirs mystiques. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe de son séjour en Égypte, l'influence de la culture égyptienne sur la philosophie grecque était considérable, et il n'est pas exclu que Platon ait cherché à étudier ces sources directement. Italie et Sicile, Grande Grèce, c'est sans doute la partie la plus importante de ses voyages, celle qui eut une profonde influence sur sa philosophie. Dans le sud de l'Italie et en Sicile, prospéraient des colonies grecques qui étaient des centres du pythagorisme, une école philosophique qui accordait une attention particulière aux mathématiques, à la musique, à l'astronomie et à la croyance en l'immortalité et la transmigration des âmes. Platon eut l'occasion de converser directement avec des pythagoriciens, tels qu'Archytas de Tarente, qui n'était pas seulement un philosophe, mais aussi un éminent mathématicien et homme politique. C'est probablement des pythagoriciens que Platon hérita sa foi profonde en l'importance des mathématiques, comme clé de la compréhension du cosmos, ainsi que les idées sur l'harmonie numérique du monde. Syracuse. Platon effectua 3 voyages en Sicile, à la cour du tyran de Syracuse Denis l'Ancien,
puis de son fils, Denis le Jeune. Ces voyages étaient motivés par l'espoir de Platon de mettre en pratique ses idées philosophiques sur l'état idéal, en faisant du souverain un roi philosophe. Bien que ces tentatives se soient soldées par un échec et aient même mis la vie de Platon en danger, elles lui offrirent une expérience inestimable de la politique réelle et confirmèrent sa conviction que seul un véritable philosophe est capable de gouverner efficacement un État. Ces pérégrinations, remplies d'aventures, de rencontres et de déceptions, contribuèrent à un enrichissement incroyable de la vision du monde de Platon. Chaque nouvelle terre, chaque rencontre avec d'autres penseurs, chaque école philosophique qu'il découvrait, élargissait son horizon et la profondeur de sa compréhension. Il eut l'occasion de comparer différents systèmes philosophiques, régimes politiques, croyances religieuses. Il vit comment les gens vivaient et pensaient dans d'autres cultures, quelles valeurs ils professaient. La découverte des connaissances mathématiques des pythagoriciens, leur croyance que les nombres sont à la base de tout ce qui existe, influença profondément Platon. Il commença à considérer les mathématiques non plus comme une simple science des nombres, mais comme une voie vers la compréhension des idées immuables et éternelles, le fondement de sa célèbre théorie des idées. Ce voyage ne fut pas un simple déplacement physique, ce fut une croissance intérieure, une réévaluation, la cristallisation de ses propres vues philosophiques. Toutes ces rencontres, discussions, observations, influencèrent la formation de sa propre philosophie. Il ne se contenta pas de copier les idées des autres, mais les repensa à travers le prisme de son esprit de génie, créant un système unique et synthétique. Ces voyages lui confirmèrent que le monde que nous voyons n'est qu'une pâle copie de quelque chose de plus parfait. Cette période de sa vie fut un temps de profonde connaissance de soi, où Platon, éloigné du monde familier d'Athènes, trouva en lui la force de créer quelque chose d'absolument nouveau et de grandiose. Ainsi, ces voyages ne furent pas de simples aventures, mais une étape nécessaire dans la formation de Platon comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Elles devinrent les fondations sur lesquelles il bâtirait plus tard son académie et créerait ses œuvres immortelles, qui continuent d'éclairer le chemin de nombreuses générations. Après des années de pérégrination qui avaient enrichi son esprit de la diversité des savoirs et des expériences, après d'amères déceptions politiques à Syracuse, Platon retourna à Athènes. Ce retour ne fut ni une capitulation, ni un renoncement à ses idéaux. Au contraire, il marqua le début d'une nouvelle étape, d'une importance capitale, dans sa vie et dans l'histoire de la pensée occidentale. Il ne revint pas en politicien désabusé, mais en sage, empli de la résolution de réaliser ses idées d'une autre manière, non par une participation directe à la politique, mais par l'éducation. Le retour à Athènes et l'objectif de l'Académie étaient déterminés par la profonde prise de conscience de Platon que les véritables changements dans la société ne sont possibles que par l'éducation et la formation de dirigeants sages. Il comprit que ses tentatives d'influencer Denis le Jeune avaient été naïves, car le tyran n'était pas prêt pour la connaissance véritable. Platon parvint à la conclusion que pour créer un État idéal, il fallait d'abord former les hommes qui seraient capables de le construire et de le gouverner. C'est ainsi que naquit l'idée de fonder un nouveau type d'établissement d'enseignement, l'Académie. Vers l'an 387 avant notre ère, Platon fonda son académie à Athènes, dans un bosquet dédié au héros légendaire Académos, d'où elle tire son nom. Ce ne fut pas un simple établissement d'enseignement, ce fut la toute première institution d'études supérieures de l'histoire, fonctionnant de manière systématique et ininterrompue pendant près de 1000 ans, jusqu'en 529 de notre ère, date de sa fermeture par l'empereur Justinien. L'Académie devint un lieu d'enseignement systématique, de recherche philosophique et de développement des connaissances scientifiques. Ce fut la première université au sens moderne du terme, qui rassembla autour d'elle les esprits les plus brillants de l'époque. L'objectif de la création d'un tel établissement était ambitieux et profond. Platon aspirait non seulement à instruire des étudiants, mais à former des sages et de futurs gouvernants, ces mêmes rois philosophes dont il avait rêvé dans sa « République ». Il était convaincu que seuls ceux qui avaient atteint la vérité, le bien et le beau,
ceux qui étaient capables de voir l'essence idéale des choses pouvaient gouverner la société avec justice et sagesse. L'Académie devait devenir le creuset d'une élite intellectuelle et morale, capable de transformer le monde réel pour le rapprocher de l'idéal. Le processus d'apprentissage et l'atmosphère de l'Académie différaient radicalement de tout ce qui avait existé auparavant. Ce n'était pas une école de sophistes enseignant la rhétorique pour réussir en politique, ni un simple lieu de conversations informelles, comme c'était le cas avec Socrate. L'enseignement à l'Académie était rigoureux et séquentiel. Les étudiants y étudiaient non seulement la philosophie, qui était au cœur du programme, mais aussi des disciplines telles que les mathématiques, la géométrie, l'astronomie et la musique. Les mathématiques, et en particulier la géométrie, jouaient un rôle singulier. Au-dessus de l'entrée de l'Académie, selon la légende, était inscrite cette phrase « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Pour Platon, les mathématiques n'étaient pas une simple science des nombres et des formes. Elles étaient le langage qui permettait à l'esprit de s'arracher au monde sensible pour s'élever vers le monde des idées, vers la connaissance pure et éternelle. L'étude des mathématiques développait la pensée logique, la capacité d'abstraction, l'aptitude à voir des vérités indépendantes des circonstances changeantes. L'atmosphère de l'Académie était unique. C'était un foyer de recherche commune de la vérité. Étudiants et professeurs vivaient ensemble, débattaient de problèmes philosophiques, participaient à des dialogues et des discussions qui constituaient la méthode centrale d'enseignement. C'était un lieu où les pensées se confrontaient, où les idées naissaient et étaient mises à l'épreuve. Il n'y avait pas de cours magistraux rigides au sens moderne. Régnait plutôt une atmosphère de collaboration intellectuelle, où chacun pouvait apporter sa contribution à la quête commune. L'Académie n'était pas seulement une école, mais une communauté de penseurs unis par un but commun, la connaissance de la vérité et le service du bien. C'était un espace où l'on cultivait la pensée critique, où l'on encourageait à poser des questions, à douter et à chercher les réponses par soi-même. C'est là que furent formés de nombreux philosophes, savants et hommes politiques éminents, parmi lesquels le plus célèbre est Aristote, disciple de Platon, qui créa plus tard sa propre école philosophique, le lycée. La fondation de l'Académie fut le point culminant de l'expérience de vie de Platon. C'était sa manière de changer le monde, non par la révolution mais par l'évolution de l'esprit. Il croyait que la lumière de la connaissance pouvait dissiper les ténèbres de l'ignorance et que l'éducation était l'instrument le plus puissant pour atteindre la justice et l'harmonie. Ainsi, l'Académie de Platon devint non seulement un établissement d'enseignement majeur, elle devint le symbole de la foi dans le pouvoir de la raison et dans le potentiel de l'esprit humain à se perfectionner. Un lieu où, pendant des siècles, les pensées les plus profondes furent cultivées, où furent préparés les futurs dirigeants capables de porter la lumière de la sagesse. Ce fut la semence d'où a grandi l'arbre de la civilisation occidentale, et ses racines plongent dans ces anciens jardins athéniens, là où Platon rassembla pour la première fois ses disciples. Nous avons laissé Platon dans son académie, ce lieu où naissait une nouvelle tradition éducative, où les pensées se formaient au creuset de discussions vivantes. Mais comment ces pensées nous sont-elles parvenues? Comment pouvons-nous, après des millénaires, effleurer sa philosophie, alors que, contrairement à de nombreux penseurs plus tardifs, il n'a laissé derrière lui ni traités arides, ni longs ouvrages scientifiques au sens habituel du terme? La réponse se trouve dans son choix unique, la forme des dialogues. Platon n'a pas choisi la forme du dialogue pour ses œuvres par hasard. Ce fut une décision mûrement réfléchie, enracinée dans son expérience de la conversation avec Socrate et dans ses propres convictions philosophiques. Il ne pensait pas que la vérité pouvait être simplement exposée sous forme d'affirmations toutes faites, qu'il suffirait de mémoriser. Au contraire, il était convaincu que la vérité ne se révèle que dans le processus d'une conversation vivante, lorsque différents points de vue s'affrontent, sont débattus, remis en question, pour finalement mener à une compréhension plus profonde. Cette approche était un écho direct de la méthode socratique, où les questions et les réponses,
l'ironie et la recherche de définition étaient les instruments clés de la connaissance. Imaginez non pas une conférence où un orateur expose la matière d'une voix monocorde, mais une conversation animée, où chaque participant est un acteur engagé. Dans les dialogues de Platon, nous voyons la pensée se développer, les arguments apparaître et être mis à l'épreuve, les idées fausses s'effondrer pour laisser place à la vérité. Cela crée une sensation de drame intellectuel, où le lecteur ou l'auditeur devient non pas un observateur passif, mais un participant actif à la recherche intellectuelle. C'est comme assister à une danse de l'esprit, où chaque mot, chaque réplique, trouve sa place et sa signification. Chaque dialogue de Platon est, en essence, une petite pièce de théâtre, où évoluent des personnages avec leur propre caractère, leurs convictions et parfois même leurs faiblesses. Parmi eux, bien sûr, c'est le plus souvent Socrate qui apparaît comme l'interlocuteur principal, celui qui, habituellement, dirige la conversation, posant des questions dérangeantes et révélant les contradictions dans la pensée des autres. Il ne donne pas de réponse toute faite, mais aide seulement ses interlocuteurs à les trouver par eux-mêmes, en révélant d'abord leur propre ignorance, puis leur propre sagesse. Mais, outre Socrate, d'autres figures historiques participent au dialogue. D'éminents sophistes, des hommes politiques, de jeunes aristocrates, des amis et des connaissances de Platon. Chacun d'eux apporte sa contribution à la conversation, représentant un certain point de vue que Socrate analyse et soumet ensuite à la critique. Le rôle de ces personnages dépasse la simple énumération de noms. Ils sont les voix vivantes de différentes conceptions philosophiques et de positions sociales. Cela permet à Platon de présenter des idées complexes sous une forme plus accessible et attrayante. Nous voyons comment la pensée philosophique fonctionne en action, comment elle se heurte à des arguments contraires et en sort renforcée. Cette métaphore du dialogue comme chemin vers la connaissance par le jeu des questions et des réponses est essentielle pour comprendre Platon. Pour lui, connaître n'est pas accumuler des informations, mais un processus de connaissance de soi, une purification constante de l'esprit de ses illusions. Parmi les dialogues les plus célèbres de Platon qui nous sont parvenus, on peut citer l'Apologie de Socrate, où Socrate se défend devant le tribunal, démontrant sa fidélité à la vérité. Criton, une conversation sur la justice et la soumission aux lois, même si elles sont injustes. Phédon, la dernière conversation de Socrate sur l'immortalité de l'âme avant sa mort. Le banquet, ou symposium, de profondes réflexions sur la nature de l'amour, d'Héro, comme aspiration à la beauté et à la perfection. La République, un dialogue d'une ampleur considérable, où sont discutées l'organisation idéale de l'État, la justice, la nature de l'âme et le monde des idées. Ces œuvres ne sont pas de simples traités philosophiques, ce sont de véritables chefs-d'œuvre littéraires, empreints de dramaturgie, d'humour, d'une ironie subtile et de portraits psychologiques d'une grande profondeur. La langue de Platon se distingue par sa finesse et sa poésie, ce qui rend sa lecture non seulement instructive, mais aussi un plaisir esthétique. Il utilisait avec maîtrise les métaphores, les allégories et les mythes, pour rendre les concepts philosophiques complexes plus compréhensibles et imagés. En lisant ou en écoutant ces dialogues, nous devenons nous-mêmes en quelque sorte participants de ces antiques conversations. Nous entendons les voix, nous percevons les émotions, nous ressentons la tension intellectuelle. Cela permet aux idées de Socrate, et par la suite à celles de Platon, d'être plus accessibles et compréhensibles pour les lecteurs à travers les siècles. Il nous invite à nous joindre à l'éternelle quête de la vérité, à nous joindre à une conversation qui a commencé il y a de nombreux siècles, mais qui continue de résonner aujourd'hui. Dans cette douce immersion dans le monde de Platon, nous écouterons ces dialogues non pas comme des textes arides, mais comme des voix vivantes, qui nous parlent des plus profonds mystères de l'existence. Cette forme d'expression nous permet de sentir non seulement la grandeur intellectuelle de Platon, mais aussi son humanité, son aspiration à la communication, sa foi dans le pouvoir de la parole et du dialogue. C'est comme écouter une mélodie ancienne qui, malgré son âge, est toujours capable d'émouvoir l'âme et d'offrir une paix profonde.
Nous venons de nous immerger dans le monde des dialogues de Platon, sentant comment, à travers des conversations animées et des controverses intellectuelles, la vérité prenait naissance. Cette forme d'expression n'était pas un simple choix stylistique. Elle reflétait l'essence profonde de toute la philosophie de Platon, son aspiration omniprésente à l'idéal. C'est précisément cette aspiration qui, tel un fil invisible, traverse chacune de ses œuvres, chaque pensée, chaque question qu'il a posée. Platon était convaincu qu'au-delà du monde changeant et imparfait que nous percevons par nos sens, il existe un autre monde, un monde d'essence parfaite, immuable et éternelle, qu'il nommait les idées ou les formes. Cette quête de l'idéal était la force motrice de sa pensée. Il ne recherchait pas simplement la connaissance des choses, mais la connaissance des modèles parfaits de ces choses. Pour lui, tout ce que nous voyons dans le monde n'est qu'une pâle copie, une ombre du véritable. Par exemple, lorsque nous voyons une belle fleur ou une belle personne, nous ne faisons que ressentir l'écho de la beauté véritable et absolue, qui existe en tant qu'idée dans le monde des formes. De même, lorsque nous parlons d'un acte juste ou d'un état juste, nous tentons d'imiter l'idée de justice, qui est éternelle et immuable. Platon croyait que notre monde, le monde de l'expérience sensible, n'est que le reflet de ce monde supérieur et idéal. Dans sa célèbre allégorie de la caverne, il a dépeint cette idée de manière imagée. Imaginez des hommes enchaînés depuis l'enfance dans une caverne, le visage tourné vers le mur. Ils ne voient que les ombres d'objets qui passent derrière eux, projetées par la lueur d'un feu. Ces ombres sont tout ce qu'ils connaissent du monde. Mais si l'un d'eux était libéré et qu'on lui montrait les objets réels, puis qu'on le menait à la lumière du soleil, il serait frappé par la réalité véritable. De même, selon Platon, nous, les gens ordinaires, vivons dans un monde d'ombre, et seul le philosophe, celui qui a saisi les idées, voit la vraie lumière. Cette aspiration à sortir de la caverne, à s'élever vers la lumière de la vérité, était au cœur de sa philosophie. Cette quête de la perfection imprégnait la pensée de Platon à tous les niveaux. En morale, il cherchait l'idée du bien, le bien suprême, qui doit être le but de toutes les actions humaines. Le bien pour Platon n'était pas un concept relatif, mais une vérité absolue à laquelle chaque être humain doit aspirer. En esthétique, il ne se contentait pas d'apprécier la beauté terrestre, mais y voyait seulement un échelon vers la contemplation de la beauté absolue, qui est éternelle et immuable. C'est la beauté, selon lui, qui pousse l'âme à la recherche d'idées supérieures. En politique, Platon voyait le chaos et l'injustice dans les systèmes politiques de son temps, notamment dans la démocratie athénienne, qui avait condamné à mort son maître Socrate. Cette profonde déception l'a poussé à rechercher le modèle d'une société idéale, où régnerait une justice absolue. Et c'est précisément l'état idéal qui est devenu sans doute l'exemple le plus éclatant de son aspiration à la perfection dans l'organisation sociale. Dans son œuvre la plus célèbre, La République, ou Politeia, Platon décrit en détail ce que doit être cette communauté idéale. Il était convaincu que l'État, à l'image de l'âme humaine, doit avoir une structure harmonieuse. Platon proposait une division de la société en 3 classes principales, chacune correspondant à une partie de l'âme et à une vertu spécifique. Les philosophes rois, la classe d'or, ce sont ceux qui gouvernent l'État. Ils correspondent à la partie rationnelle de l'âme. Ces individus, grâce à leur éducation et à leur disposition naturelle, sont capables de saisir les idées, de voir la vérité et, par conséquent, de gouverner avec sagesse et justice. Ils doivent être libérés de la propriété privée et des liens familiaux, afin que leurs décisions soient objectives et servent le bien de toute la société. Leur vertu principale est la sagesse. Les guerriers gardiens, la classe d'argent, ce sont ceux qui défendent l'État contre les menaces extérieures et maintiennent l'ordre à l'intérieur. Ils correspondent à la partie ardente de l'âme. Leur vertu principale est le courage. Ils doivent également être privés de propriété privée, afin que leurs intérêts n'entrent pas en conflit avec ceux de l'État. Les artisans et les agriculteurs.
la classe de bronze. Ce sont ceux qui pourvoient aux besoins matériels de la société, en produisant des biens et des services. Ils correspondent à la partie désirante de l'âme. Leur vertu principale est la tempérance. Ils peuvent posséder une propriété privée et avoir une famille, car leur activité n'est pas liée au gouvernement. Cette division, selon Platon, devait assurer la justice, car chacun s'occupe de ce pourquoi il est le mieux adapté, et chacun reçoit ce qui lui est dû. La justice, pour Platon, résidait précisément dans le fonctionnement harmonieux de toutes les parties du tout, où chaque partie remplit son propre rôle. Ainsi, l'état idéal, en tant que sommet de l'aspiration de Platon, n'était pas une simple utopie politique. C'était une tentative de créer un modèle de société fondé sur des vérités absolues, où la raison et la sagesse règnent, où chaque citoyen réalise son potentiel pour le bien de la communauté. C'était sa réponse à l'injustice qu'il voyait autour de lui, et tout particulièrement à la tragédie de Socrate. Il croyait que seulement dans un tel état, les philosophes ne seraient pas condamnés, mais au contraire, seraient respectés comme les membres les plus précieux de la société. Cette aspiration à l'idéal est, sans doute, le trait le plus essentiel de la philosophie de Platon. Elle nous incite à ne pas nous contenter de la médiocrité, à ne pas nous résigner à l'imperfection, mais à toujours aspirer à mieux, à plus haut, à ce qui est vrai, parfait et éternel. Nous avons parcouru un long chemin, nous immergeant dans la vie de Platon, de sa noble naissance à sa rencontre fatidique avec Socrate, à travers l'amertume des déceptions et l'espoir incarné par la fondation de l'Académie et la création de ces dialogues immortels. Nous avons exploré son aspiration omniprésente à l'idéal, qui s'est traduite par la conception du monde des idées et la vision de l'état idéal. Il est temps à présent de prendre la mesure de l'influence immense et universelle de cet antique penseur sur notre monde. Platon, en tant que philosophe fondateur, est une figure dont l'importance peut difficilement être surestimée. On peut hardiment le nommer l'un des pères de la philosophie occidentale. Il existe une célèbre formule du philosophe anglais Alfred North Whitehead, qui affirmait que toute la tradition philosophique européenne n'est qu'une série de notes de bas de page sur Platon. C'est peut-être une exagération, mais cette formule illustre à merveille le rôle central que joue Platon dans le développement de la pensée philosophique. Il n'a pas seulement formulé certaines idées. Il a créé tout un système de pensée qui est devenu le point de départ d'innombrables courants philosophiques qui l'ont suivi. Son disciple Aristote, bien qu'ayant critiqué de nombreux aspects de la théorie de son maître, a néanmoins bâti sa propre philosophie en prenant appui sur les concepts platoniciens. Le néoplatonisme, qui a prospéré durant l'Antiquité tardive, fut une continuation directe et une réinterprétation des idées de Platon, y ajoutant des éléments mystiques et religieux. Au Moyen Âge, les penseurs chrétiens, islamiques et juifs se sont activement tournés vers Platon. Sa théorie des idées était extraordinairement séduisante pour les théologiens, car elle fournissait une justification philosophique à l'existence d'un monde transcendant et parfait, qui rappelait le plan divin ou le royaume des cieux. De nombreux pères de l'Église chrétienne, notamment saint Augustin, furent profondément inspirés par Platon, intégrant ces concepts dans la doctrine chrétienne. Il est devenu une partie intégrante du fondement de la pensée scolastique médiévale, même si ses idées furent souvent adaptées au nouveau paradigme religieux. L'époque de la Renaissance, qui marqua un retour aux idéaux antiques, redécouvrit Platon. Ses œuvres furent étudiées, traduites, interprétées, devenant une source d'inspiration pour les artistes, les poètes et les penseurs. Les idées sur la beauté idéale, sur l'harmonie, sur l'aspiration à la perfection, trouvèrent leur reflet dans l'art de Léonard de Vinci, de Michel-Ange, de Raphaël. Ils cherchaient ces mêmes idées que Platon, tentant de les incarner dans la pierre, sur la toile, dans la poésie. Même la philosophie, la science et la culture contemporaine continuent de dialoguer avec Platon, parfois même inconsciemment. Ces concepts, tels que l'âme, l'état idéal, la justice, la vérité, la beauté,
sont devenues des catégories fondamentales que nous utilisons pour appréhender le monde. La pertinence éternelle des idées de Platon se manifeste dans de nombreux domaines. En politique, bien que son état idéal n'ait jamais été réalisé, il demeure un puissant point de référence pour la pensée politique. Les réflexions sur l'organisation juste de la société, sur le rôle du dirigeant, sur l'équilibre entre les intérêts individuels et collectifs, tout cela prend racine dans sa République. Les philosophes politiques modernes, même ceux qui critiquent Platon, sont contraints de se référer à ces idées comme point de départ de leurs arguments. Dans les arts, la théorie platonicienne des idées a profondément influencé la compréhension de la beauté et de la créativité. L'idée que l'art n'est qu'une imitation, mimésis, des formes idéales, et non une simple copie de la réalité, a façonné les conceptions esthétiques pendant des siècles. De nombreux artistes ont cherché à refléter dans leurs œuvres non seulement ce qu'ils voyaient, mais l'essence idéale des choses, leur perfection intérieure. En éducation, la fondation de son académie est devenue le prototype de toutes les futures universités. Platon enseignait que l'éducation n'est pas une simple transmission d'informations, mais une éducation de l'âme, une réorientation de celle-ci du monde des ombres vers le monde de la lumière. Son accent sur les mathématiques comme préparation à la philosophie, sur le dialogue comme méthode d'apprentissage, sur le développement harmonieux de la personne, tout cela reste d'actualité aujourd'hui. En psychologie et en éthique, la conception platonicienne de l'âme comme une structure complexe en trois parties, rationnelle, ardente, désirante, a servi de base à de nombreuses théories psychologiques ultérieures. Ces réflexions sur les vertus, sagesse, courage, tempérance, justice, sont toujours au cœur de la philosophie morale. Il a posé les questions de savoir comment vivre vertueusement, comment atteindre le bonheur, ce qu'est le bien véritable. Même dans notre monde contemporain, où règne la technologie et la vitesse, les idées de Platon continuent de vivre. Nous aspirons encore à l'idéal dans divers domaines, dans la science, dans le design, dans la vie sociale. Nous cherchons la vérité derrière l'apparence extérieure des choses. Nous réfléchissons à la nature de la connaissance et à la meilleure façon d'organiser notre société. Ainsi, l'influence de Platon ne se limite pas au cercle académique. Ses pensées ont pénétré le tissu même de notre culture, devenant une partie de notre manière de penser, de percevoir le monde, d'aspirer à la perfection. Telle une étoile brillante qui se serait allumée il y a des millénaires, il continue d'envoyer sa lumière, éclairant le chemin de ceux qui cherchent la sagesse. Cet héritage est vivant, et il nous invite à un dialogue constant, à une réinterprétation perpétuelle, à une quête ininterrompue de la vérité qui, selon Platon, nous attend toujours dans le monde des idées.